Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes investi dans un SPAC ou si vous comptez le faire, cette vidéo est pour vous. Vous avez probablement remarqué que plusieurs SPAC connaissent des moments difficiles depuis quelques temps en bourse. Plusieurs investisseurs de SPAC voient leur rendement écrit à l'encre rouge et se demandent qu'est-ce qui peut bien se passer. Aujourd'hui, je démystifie ce que j'ai nommé la SPAC Apocalypse en vous expliquant en détail la structure, le fonctionnement et la performance dans le temps des SPAC. Puis, en fin de vidéo, on va se poser la question à savoir où s'en vont nos SPAC préférés comme NGA, CCIV, Space, CGGZ, etc. D'ailleurs, si on regarde les prix de ces différents SPAC, on réalise l'ampleur de la chute vertigineuse de certains de ceux-ci. NGA, qui est censé fusionner avec l'entreprise québécoise Lion Électrique, est en baisse de 54% depuis le sommet de janvier. CCIV, qui est un autre SPAC suivi par plusieurs investisseurs en raison de la fusion avec le fabricant de voitures électriques Lucid, est en chute de 66%. Space, l'entreprise de voyage spatial du milliardaire Richard Branson, est en chute de 63% et ça continue à travers tout le marché des SPAC. Pour donner du sens à ce qui se passe avec les SPAC, il est essentiel de comprendre la genèse et le fonctionnement de ceux-ci. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo sur Taiga Motors, mais je crois que ça mérite d'être étudié un peu plus longuement. D'abord, les SPAC ou Special Purpose Acquisition Company ont pris racine dans les années 80 sous le nom de Blank Check Offering, en français une proposition chèque en blanc. C'était essentiellement une innovation financière permettant de faire entrer des petites compagnies bidons en bourse utilisées par certains requins de Wall Street dans le but de flouer les petits investisseurs. Jordan Belfort et sa firme Stratton Hawkman, dont la vie a été interprétée au grand écran par Leonardo DiCaprio dans le film Le Loup de Wall Street, a été un important utilisateur de cet outil pour s'enrichir au détriment d'investisseurs naïfs. L'entreprise de courtage et ses courtiers détenaient de gros blocs d'actions d'entreprises bidons dont les perspectives d'avenir soi-disant immenses étaient promues par téléphone la plupart du temps à des gens ordinaires. Lorsque le prix était suffisamment élevé, l'entreprise de courtage vendait ses actions, laissant ainsi les petits investisseurs avec des titres ne valant plus rien dans leurs mains. Après le pump venait le dump. Les abus étaient tellement importants que la SEC, l'Agence de régulation des marchés boursiers américains, finit par intervenir en régulant ces blind check companies ou blind pools. Les SPAC ont fait un retour sur une formule renouvelée dans les années 90 qui, à quelques détails près, était grandement similaire à ce que nous avons aujourd'hui. Le principe des nouveaux SPAC va comme suit. Un promoteur ou commanditaire paie les frais de souscription et les frais juridiques de l'IPO ou l'entrée en bourse en français d'une nouvelle société qui ne détient aucune opération. Le commanditaire dispose de 2 ans pour utiliser les sommes levées lors de l'IPO pour faire l'acquisition d'une entreprise privée, afin d'inciter les investisseurs de l'IPO à placer leur argent dans le SPAC en attendant que les commanditaires trouvent l'entreprise à acquérir. Ils octroient, avec les actions qui sont achetées, qui sont généralement au prix de 10 $ chacune, des bons de souscription ou des warrants pour acheter plus d'actions à, disons, 11,50 $. Donc, en plus des actions achetées lors de l'IPO, les bons de souscription reçus augmentent la possibilité de leurs détenteurs de profiter grandement d'une hausse du prix du SPAC sur une rumeur d'acquisition ou lors de la conclusion d'une acquisition. Les bons de souscription agissent comme un levier qui permet de multiplier les gains potentiels et ce, à coût nul pour les investisseurs de l'IPO. Expliqué simplement, un SPAC, c'est comme un œuf Kinder. Le vendeur qui représente le commanditaire vous offre l'œuf Kinder, mais vous et lui ne savez pas quel sera le jouet à l'intérieur. Peut-être que ce sera un jouet amusant, peut-être que ce sera une figurine ennuyante qui ne sollicitera même pas vos capacités cognitives les plus élémentaires afin de mettre en place le jouet en 3 étapes. Le vendeur vous dit « Achète mon œuf pour 10 $ et si dans 2 ans, je n'ai pas trouvé de jouet, eh bien je te rembourserai. Puis, regarde, si jamais tu n'aimes pas le jouet à l'intérieur, t'inquiète pas, je vais t'en donner ton argent. » Mais pourquoi favoriser l'entrée en bourse via un SPAC plutôt que d'y aller avec une IPO traditionnelle? Entrer en bourse via un SPAC accorde plusieurs avantages. D'abord, étant donné qu'il n'y a aucune entreprise identifiée lors de l'entrée en bourse du SPAC, il n'y a aucun examen des risques reliés à l'entreprise,
à son modèle d'affaires ou à sa stratégie financière. C'est tout le contraire d'un IPO où tous les yeux sont rivés sur les finances et les risques de l'entreprise dans le but d'en déterminer la valeur. Entrer en bourse via un SPAC simplifie le processus de négociation afin de déterminer la valeur de l'entreprise. Il s'agit de négocier avec l'investisseur principal, qu'on appelle le pipe investor dans le jargon, et lorsque les parties s'entendent sur un prix, le deal est conclu. Lors d'un IPO traditionnel, lorsque l'annonce de l'entrée en bourse est faite, le travail commence. L'entreprise doit se lancer dans une tournée des firmes d'investissement pour mousser son entrée en bourse, tenter de déterminer son prix d'entrée et créer de la demande pour l'action de l'entreprise lorsqu'elle commencera à être échangée sur les marchés. C'est un processus qui est long, qui peut s'échelonner sur plusieurs mois. Le SPAC vient donc réduire le temps d'entrée en bourse et permet aux entreprises privées de bouger rapidement lorsque la tendance leur est favorable. On peut penser par exemple à toute la vague d'entrée en bourse des entreprises de technologie verte au cours des derniers mois. Avec l'arrivée aux États-Unis d'un gouvernement plus environnementalement responsable, l'appétit des investisseurs à prendre part dans ce genre d'entreprise était important et le SPAC s'est imposé comme étant le véhicule idéal pour faire entrer en bourse toutes ces compagnies privées rapidement et profiter de la tendance financière. Il faut aussi dire que l'environnement monétaire actuel a créé une montagne de liquidités dans le système à la recherche de rendement vers des actifs toujours de plus en plus risqués. L'appétit des investisseurs à l'égard des SPAC est d'ailleurs sans commune mesure. Seulement l'an dernier, plus de 248 SPAC sont entrés en bourse, amassant ainsi plus de 80 milliards US. Le record de l'an dernier a déjà été battu simplement dans les 3 premiers mois de 2021. Plus de 87 milliards US ont été levés par l'entrée en bourse de SPAC depuis janvier dernier. Ça vous donne une idée de la frénésie qui a cours. Plusieurs investisseurs bien connus se sont lancés dans l'aventure comme Chamath Palihapitiya ou Bill Ackman, mais les SPAC ne sont plus que l'affaire des grands financiers de notre monde. Même les célébrités telles que Shaquille O'Neal, Stephen Curry, Serena Williams, Colin Kaepernick, pour n'en nommer quelques-unes, ont lancé leur propre SPAC. Alors là, vous devez vous demander, est-ce qu'il peut créer tout cet engouement? En fait, là où il y a de l'argent, il y a de l'intérêt. Le truc, c'est que les commanditaires et les fondateurs d'un SPAC s'allouent généralement 20% des actions après l'IPO, et ce, gratuitement. Alors, si vous avez une IPO d'un SPAC d'une valeur de 300 millions, le commanditaire vient de se faire accorder la coquette somme de 60 millions de dollars en actions, qui représente sa compensation pour avoir mené la levée de fonds. Les fonds d'investissement aiment aussi les SPAC parce qu'ils peuvent la plupart du temps l'acquérir au prix initial de 10 $, récolter les bons de souscription au passage et se préparer à récolter le pactole lors de la montée du prix de l'action. Lorsque la période d'engagement de conservation des titres ou le lock-up period est terminée, ils ne se gênent pas non plus pour récolter leurs gains. Même les petits investisseurs comme vous et moi aimons les SPAC malgré le fait que nous ne profitons aucunement des avantages des grandes institutions. Il faut aussi dire que les petits investisseurs sont aussi ceux qui se font passer les citrons et qui essuient les pertes lorsque la balloune dégonfle. D'ailleurs, le gendarme de la bourse américaine est en train de se mettre le nez dans tout ça pour peut-être réguler un peu plus le véhicule d'entrée en bourse. Ça a eu pour conséquence de fortement diminuer la création de nouveaux SPAC en raison de l'incertitude reliée aux nouvelles réglementations qui pourraient être introduites. Les SPAC restent des véhicules spéculatifs. Regardez NGA. Le prix du SPAC était stable autour de 10 $ avant l'annonce d'une acquisition. Lorsque NGA a annoncé l'acquisition de Lyon, le prix est monté autour de 18 $, puis la frénésie du marché s'est emparée du titre et il est monté à 35 $. La fusion n'est toujours pas réalisée, que le titre a déjà subi une correction sévère. Devinez qui s'est fait avoir? Tous les boursicoteurs qui ont acheté lors de la hausse frénétique du prix. C'est pas juste NGA, le graphique de la plupart des SPAC ressemble à ça. Et contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, la finalisation du deal ne veut pas nécessairement dire que le titre repartira à la hausse. En fait, selon une étude de la firme américaine de consultants Bain & Company, plus de 60% des 121 SPAC étudiés ont sous-performé par rapport au S&P 500 depuis la complétion de leur fusion. Non seulement ça, mais 40% des SPAC étudiés se transigeaient sous le prix d'entrée en bourse de 10 $ après la fusion. Alors ne soyez pas surpris si NGA, CCIV, CGGZ finissent
par se transiger sous leur prix d'introduction en bourse. Si vous voulez mon avis, la SPAC Apocalypse qu'on voit se dessiner depuis le début du mois de mars pourrait subir un deuxième coup très dur dans le cas où le marché en général entrerait en correction. On a connu des baisses importantes dans ce secteur du marché, mais n'oubliez pas que le S&P et le Dow ont continué de battre des records quand tous les boursicoteurs investis dans des entreprises spéculatives ont vu leur portefeuille mis à feu et à sang. Au final, c'est clairement la performance de la compagnie qui déterminera le succès ou non de votre investissement dans un SPAC, que ce soit NGA, CCIV ou CGGZ, des camions, des voitures et des skidoo, il va falloir en vendre. Le conte de fées devra éventuellement devenir réalité si vous voulez voir le prix des actions monter. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous croyez que la SPAC Apocalypse se terminera et si oui, quels seront les SPAC qui performeront le mieux selon vous. Soyez prudents, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.